Bonjour les esprits riches, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Actualité oblige qui me force avec la mobilisation de votre épargne qui a été annoncée à de multiples reprises par le gouvernement et la création d'un euro numérique qui a été annoncé pour octobre 2025. Donc on va creuser ces deux sujets-là et voir qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Alors il est certain que ces deux annonces sont de nature à effrayer. Pour l'euro numérique, on peut se demander quelle est l'utilité d'avoir un euro numérique. Qu'est-ce que ça apporte concrètement aujourd'hui? Et c'est ce qu'on va creuser dans cette vidéo. Alors il est certain que ce sont deux sujets qui sont différents. Mais que ces sujets-là pourraient un petit peu un jour se rejoindre. C'est-à-dire que il serait beaucoup plus facile, vous le comprenez, de mobiliser votre épargne si c'est au travers d'un euro numérique dont on définit les règles. Hein. Ça, c'est le premier point que je veux porter à votre attention. J'ai vu une vidéo hier d'Aldo Stéron qui parlait de ce sujet-là et il a pris un angle que je trouvais très intéressant, une réflexion que je m'étais faite déjà par le passé, où il indiquait, alors il a fait un long développement dessus, mais en synthèse que on a l'impression que dès qu'il y a des technologies qui sont développées, eh bien, au lieu de nous servir de manière uniquement positive, elles sont également à chaque fois retournées contre la population pour augmenter les moyens de contrôle, les moyens de répression, les moyens de ponction. Hein, donc, le meilleur exemple, c'est toutes les formes de radars automatisés qui existent aujourd'hui. Voilà, vous comprenez tout de suite que la technologie du radar, elle pourrait servir à plein de choses, mais elle sert surtout à faire entrer de l'argent, quoi. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on déplore, et c'est ça qui rend méfiant évidemment les gens vis-à-vis de l'euro numérique, et donc du coup il y a des raisons très objectives d'être méfiant. Exactement ce qui s'est passé avec un certain vaccin qui a créé certaines méfiances vis-à-vis de l'ensemble des vaccins. Voilà. Pour faire un parallèle, je ne développerai pas, mais voilà, c'est exactement la même chose. Ça détruit des années, des dizaines d'années de travail, de conviction, de réassurance qui ont pu avoir lieu. Voilà. Donc ça nous mène où toute cette histoire? Donc on a d'un côté, pour traiter le premier sujet, la mobilisation de votre épargne. Là, clairement, alors beaucoup de personnes ont pris peur, beaucoup de personnes m'ont posé des questions. Moi, vous savez que je suis un adepte de la débancarisation, donc évidemment dans une certaine mesure, adapté à votre patrimoine, adapté à plein de choses, il ne faut pas généraliser, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a tellement de solutions, d'outils pour sortir des banques et investir que c'est en fait vraiment un idiot de rester avec du cash sur votre compte bancaire qui ne fait rien, quoi. Voilà. Même si vous voulez le sécuriser et qu'il ne travaille pas ailleurs, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Donc beaucoup de personnes ont pris peur avec ça parce qu'elles ont imaginé que un jour, elles allaient avoir un prélèvement sur leur compte et que tout ce qui était au-delà de 50 000 ou au-delà de 100 000 allait être prélevé. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça la plupart du temps, à part peut-être dans les situations comme la Grèce. Mais voilà, on n'y est pas encore. On pourrait y venir au train où vont les choses, mais on n'y est pas encore. Non, ce qui risque probablement de se passer sur cette thématique de mobilisation de votre épargne, c'est de forcer l'argent à aller dans ce type de placement. Alors, la communication, c'est dire qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts, mais par exemple, si les deux moyens qui sont utilisés dans l'histoire économique, c'est l'emprunt national forcé, donc on vous force à souscrire un emprunt. Bon, on peut appeler ça un impôt, mais on appelle ça un emprunt, hein, c'est beaucoup mieux. Un emprunt national forcé, ça a déjà eu lieu par le passé. Dans les années 90, il y en a eu un qui a eu lieu. Et l'autre solution qui est couramment utilisée, c'est de créer un livret qui est un peu mieux rémunéré que le livret A, par exemple. Donc livret A qui doit être à 2,5, je crois, aujourd'hui. On va vous proposer 3,5. La plupart des gens vont trouver ça formidable. Comme ça, on va récolter des fonds. Alors ça, le truc, c'est que ça prend du temps. Hein. Il faut que les gens souscrivent, etc. Pas forcément adapté si on est dans une économie de guerre et que la menace russe est à nos portes. Hein. Voilà, donc c'est les deux grandes solutions qui sont couramment utilisées. On pourra bien sûr imaginer une troisième solution. Je ne suis pas inquiet quant à la créativité concernant les différentes formes d'imposition. On est un pays innovant en la matière. Voilà. Mais en tout cas, ça se limite souvent à ces deux formes-là. Donc, on est bien sûr loin de la ponction de votre épargne. Et souvent, en fait, cette annonce-là, je le vois avec les gens avec lesquels j'ai pu discuter de ça, ça va déclencher
en fait des craintes autour de la faillite des banques. Je ne sais pas pourquoi les gens font le raccourci, c'est-à-dire mobilisation de l'épargne, ils pensent faillite de ma banque, et donc ils pensent si j'ai... par exemple, il y a des personnes qui ont plusieurs centaines de milliers d'euros sur leur compte, j'en connais, et ces personnes-là, évidemment, ont des craintes, parce que s'il y avait une faillite bancaire, évidemment, c'est en général les comptes les mieux garnis qui sont amputés le plus. Parce qu'en général, on va essayer de faire un cut à 100 000 euros, 50 000 euros, et tout ce qui est au-dessus saute. Voilà, donc il y a cette confusion qui est faite. Donc on ne parle pas de ça, bien sûr, aujourd'hui, et dans cette mobilisation d'épargne, ça concernera, ça va être soit volontaire, soit forcé, mais ça ne sera pas une ponction sur vos comptes, donc rassurez-vous là-dessus. Maintenant, c'est pas une mauvaise idée, encore une fois, de se prémunir d'une faillite bancaire ou d'une quelconque forme de saisie, parce que on est dans une situation économique globale qui est très mauvaise, avec globalement un endettement qui est record, des taux d'emprunt pour la France qui augmentent régulièrement, ça fait 2 ans si je dis pas de bêtises que ça augmente régulièrement, donc on emprunte de plus en plus cher. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est pas juste le poids de la dette, oui bien sûr, mais ça veut dire que les marchés nous font de moins en moins confiance, c'est ça que ça veut dire. Et l'annonce de s'armer et de se préparer à un conflit, toutes ces annonces-là ne sont pas du tout de nature à rassurer les gens qui nous prêtent de l'argent, qui prêtent de l'argent au pays. Donc ça va faire augmenter encore plus vite le taux d'emprunt de la France. Là, vous verrez la prochaine annonce, vous allez voir le résultat. Donc très mauvais. Et donc voilà, ces risques-là sont présents malgré tout. On ne peut pas les écarter. On serait en Suisse, on serait même dans un petit pays mais bien géré. Je vous dirais pas ça. Mais là, voilà. Donc c'est pas inintelligent de se méfier de ça. Concernant, du coup, le deuxième aspect, l'euro numérique. Donc l'euro numérique, si vous allez sur le site de l'Union européenne, c'est ce que j'ai fait pour essayer de me documenter et puis d'être, on va dire, objectif. Donc déjà, ce qui est annoncé sur le site, c'est que octobre 2025, c'est la fin de la phase qu'ils ont appelée de préparation. Donc après, novembre 2025, ils annoncent la prochaine phase avec un développement potentiel. D'accord? Donc 2025, octobre 2025, il n'y aura pas du tout d'euro numérique en place. Voilà, déjà, je voulais vous rassurer, contrairement à ce qui a été annoncé à droite à gauche, c'est pas ce qu'annonce le site de l'Union européenne, d'accord? Donc ils sont en phase de préparation, donc là je pense qu'ils font des études, et ils réfléchissent à des solutions techniques, ils interrogent, ils font passer des appels d'offres, ils regardent qui pourrait développer ça, etc. Mais c'est là où ils en sont, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée, ça ne veut pas dire que ça va pas se faire, mais voilà, en termes de calendrier, c'est ce qui est annoncé. Après, ils annoncent des choses, alors évidemment sur le site, ça se veut toujours rassurant. Ils vont annoncer que, par exemple, la protection des données, c'est prioritaire. Et ils annoncent notamment que il ne faut que ni les fournisseurs de paiement, ni le système européen ne puissent avoir accès aux données personnelles. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, si la question qui peut se poser au-delà de ces, on va dire, de ces prérequis officiellement annoncés, la question qui peut se poser, c'est à quoi ça va servir? Quel est l'intérêt d'un euro numérique? Si vous connaissez un peu le monde de la crypto-monnaie, déjà, la crypto-monnaie, contrairement au cash, est traçable, d'accord? Donc on peut avoir et annoncer des intentions de protection des données, mais c'est un petit peu, si vous voulez, à la même manière, si je peux faire un parallèle, c'est un peu le même niveau de parallèle que quand vous avez l'application Signal ou Telegram qui vous dit que les données sont cryptées de bout en bout. Oui, mais il y a une petite backdoor pour que les autorités puissent intervenir en cas, bien sûr, de fraude, terrorisme et tout ce que vous voulez, bien sûr. Attention, c'est pas pour contrôler ce que font les gens, c'est vraiment que dans les cas extrêmes. Donc il y a la backdoor. Donc là, évidemment, on serait quand même assez naïf de croire qu'ils vont offusquer et rendre totalement privé le système sans avoir une backdoor. Ça paraît évident, quoi. Donc la crainte, on peut résoudre un meuble blanc sans tomber dans un complotisme délibéré et déchaîné qu'il y aura une backdoor sur les données privées de la blockchain. Parce que la blockchain, un de ses intérêts, c'est que tout est tracé, tout est public, tout est documenté. Donc à moins d'utiliser Monero ou certaines cryptos, mais voilà, c'est public. Donc voilà. Ensuite, on va se demander, c'est quoi l'intérêt de passer par une crypto, enfin un euro digitalisé?
Et honnêtement, on a du mal à trouver de l'intérêt. Quel est l'intérêt, les fonctionnalités supplémentaires par rapport au cash, par rapport au paiement instantané aujourd'hui, paiement via NFC connecté à vos codes bancaires, quel est l'intérêt supplémentaire? Alors, il y a une des fonctionnalités dont on peut parler, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, et d'ailleurs, c'est annoncé sur les sites web, hein. Il parle voilà, de données mobiles, de smart card, de paiement de personne à personne, et de paiement sur des points de vente avec un téléphone ou avec une carte. Bah, c'est exactement comme ça que ça marche aujourd'hui avec ce qu'on a, donc pas forcément beaucoup d'apport. Mais une des fonctionnalités que vous avez peut-être dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le fait de programmer la monnaie. Donc de la programmer. Ça veut dire quoi la programmer? Ça veut dire que on va pouvoir lui attribuer des caractéristiques, notamment par exemple de délai d'utilisation, ou de assigner à certains types de dépenses. Et donc on pense évidemment à un contrôle accru. Alors évidemment, on va pas vous annoncer ça dès le départ. Hein, on va pas vous dire que dès le départ, l'objectif final, c'est de pouvoir, par exemple, encadrer le nombre de billets d'avion que vous achetez dans l'année ou le nombre de paiements que vous faites dans tel ou tel type de commerce pour, bien sûr, à des fins positives et de contrôler, limiter l'émission de CO2, de contrôler, de limiter les effets sur la planète, tout ce que vous voulez. Donc tout ça, vous connaissez le discours. On peut très bien, chacun pourrait écrire les arguments qu'on sait déjà pas forcément très honnêtes, qui vont être utilisés pour justifier ça. Voilà. Donc et tout ça pour dire que bon, quel est l'intérêt? Alors oui, j'ai bien cherché sur le site, j'ai trouvé un intérêt. Il l'annonce. C'est de pouvoir, en fait, vous n'allez pas changer d'IBAN, parce que vous aurez votre wallet, et donc votre wallet ne change pas, parce que vous ne changez pas de banque. Voilà l'intérêt. Ça vaut le coup hein, d'investir tout cet argent pour ça. Hein. Franchement, le gain de fonctionnalité, franchement, il justifie. C'est beau, hein. Donc voilà, bien sûr, on vous parle de anti-money laundering, donc il va falloir respecter ces règles-là, donc il va falloir vous contrôler d'une manière ou d'une autre, parce que ça peut pas être comme du cash. Hein. Vous n'allez pas pouvoir envoyer 10 000 balles à quelqu'un sans avoir à le justifier, sans que ça soit tracé, sans que ça lève une alerte, sans qu'il y ait quelqu'un qui contrôle. Sinon, ces pratiques-là, ces règles-là sont difficiles à appliquer en réalité. Donc, voilà. Et puis, évidemment, on vous parle de protection des données utilisateurs supervisées par une autorité indépendante. Voilà. Ça, c'est beau. Hein. Là... on est sur quelque chose de magique. Voilà, donc, bon, c'est pas en place, mais voilà, le commentaire qu'on peut faire, c'est que on peine à voir les réelles fonctionnalités pour les Européens. Bien sûr, je n'aime pas me positionner à l'encontre de la technologie, puisque je suis plutôt pour l'innovation, mais je pense pas que ce genre d'innovation devrait être porté par l'Union européenne ou par la Banque centrale européenne. Je pense pas que ce soit un apport. Je pense qu'on devrait concentrer nos efforts sur autre chose que ça. Bien sûr, ça pourrait débloquer sur des nouvelles fonctionnalités, mais ce que ça va apporter surtout, moi, dans les personnes avec lesquelles je discute, avec lesquelles je peux évoluer, ce que ça va créer surtout, ce genre de choses, c'est que vous allez avoir davantage de personnes qui vont quitter l'Union européenne. Voilà. Déjà que moi, tous les gens que j'ai autour de moi, tous n'ont qu'un mot à la bouche pour ceux qui sont encore en France, c'est de partir de la France. Là, ce que ça va créer, c'est que les gens vont vouloir partir de l'Union européenne. Et moi, j'en connais plein personnellement qui sont déjà partis de l'Union européenne pour ce genre de choses, hein, en anticipation de ce genre de choses. Voilà. Donc après, continuez les gars, continuez. Ça va être un pays, un territoire d'opportunité, hein, vu qu'il n'y aura plus de personnes entreprenantes en Europe. C'est un gâchis génial, un gâchis incroyable. Donc voilà, ça me désole très honnêtement. Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre ce genre de structure qui décide de créer ce genre de choses? Voilà, qui leur a demandé de faire ça, hein? On vous a demandé si vous étiez pour créer un euro numérique. Donc tout ça pour vous dire, travaillez sur votre liberté financière, démarrez en France si vous êtes en France, démarrez de l'immobilier si vous êtes en France, ça reste le meilleur moyen, malgré tout ce que je viens de dire. Et quand vous le pouvez, quand vous avez les moyens, quand vous avez atteint le niveau de compétence, quand vous avez atteint le niveau
qui vous permet voilà, de vous créer une forme d'indépendance, eh bien, prenez votre envol.